Sur les relations entre électrophysiologie et réanimateurs. Nous, les radiologues, on n'a pas toujours la possibilité de donner accès tout le temps, 24 heures sur 24 aux réanimateurs, mais néanmoins, c'est vrai que bon, là, l'exposé va être centré sur l'IRM et non pas sur l'imagerie cérébrale en général. Je vais essayer de voir avec vous et de vous montrer que l'IRM, effectivement, est un outil très intéressant qui offre des possibilités intéressantes pour apporter des informations, je dirais, complémentaires, supplémentaires, mais quand même essentielles, à la fois sur le diagnostic, évidemment, d'un patient, mais également sur son pronostic neurologique, et ceci relativement rapidement après une agression cérébrale. Alors pourquoi l'IRM et non pas le scanner? Parce que je sais que vous utilisez principalement le scanner. Eh bien, l'IRM a une fiabilité diagnostique, ça vous le savez, largement supérieure au scanner, et on va le voir pourquoi, mais aussi c'est une imagerie multimodale, c'est-à-dire qu'on a la possibilité de faire à l'IRM de l'imagerie morphologique standard avec certaines séquences, on va détailler ça, et je détaillerai également aussi un petit peu comment les reconnaître de manière très simple, hein, et ce qu'on doit rechercher sur ces séquences. Mais on a la possibilité aujourd'hui de développer, même si c'est encore à l'étude et il y a beaucoup de recherches qui sont faites là-dessus, d'utiliser des outils d'imagerie fonctionnelle pour essayer de justement détecter ces anomalies qu'on ne voit pas sur l'IRM morphologique standard, comme l'a dit Vincent Navarro juste auparavant. Des IRM, des scanners bien entendu, mais des IRM également peuvent être normales dans certaines encéphalites et encéphalopathies, alors qu'on va détecter des anomalies à l'EG. Alors on va voir à travers certains exemples, et donc avec cette imagerie fonctionnelle, effectivement, on a peut-être la possibilité, en tout cas beaucoup d'études semblent l'indiquer, qu'on peut identifier des biomarqueurs pronostiques sur le pronostic neurologique de ces patients à long terme. Alors ça, c'est des champs d'application qui ont surtout été développés chez le patient cérébro-lésé après un traumatisme crânien, parce que c'est une situation fréquente avec des enjeux éthiques et socio-économiques, également après arrêt cardiaque, et je vais insister surtout sur ces deux champs d'application. Alors, les avantages de l'IRM, je reviens sur des choses que tout le monde connaît, je pense, mais je vais réinsister dessus, parce que c'est vraiment un examen qui a une sensibilité et une spécificité largement supérieure au scanner pour à peu près tous les diagnostics, parce que cet examen va montrer très rapidement des signes précoces d'œdème cytotoxique. Là, vous avez un exemple d'encéphalite herpétique. Ce n'est pas un infarctus cérébral, comme on pourrait le croire. Vous voyez le scanner qui est strictement normal, et dans la foulée, l'IRM diffusion et flair qui montre déjà des signes d'œdème dans la région temporale et fronto-singulaire. Également, l'IRM va permettre de détecter assez rapidement des petites lésions, qu'elles soient ischémiques ou hémorragiques, des petites lésions ischémiques dans le cadre de micro-angiopathies aiguës qui peuvent placer des patients dans le coma ou être associés en tout cas. Ici, un cas de neuropaludisme. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à voir ces petits points blancs brillants en diffusion, corticaux et sous-corticaux dans cette micro-angiopathie. Et ici, en T2 écho de gradient, on reviendra sur ces séquences, des traces en noir, en hyposignal, qui témoignent de lésions axonales hémorragiques. Ça, ce sont des images que vous ne pouvez pas détecter, quasiment pas détecter en scanner. Et puis enfin, donc des lésions, des atteintes de la fosse cérébrale postérieure chez des patients de réanimation, coma brutal, scanner normal et l'IRM qui va montrer donc ces anomalies parenchymateuses qui correspondent à des signes, une ischémie précoce artérielle, donc sans traduction au scanner dans le cadre d'une occlusion du tronc basilaire. Alors, quelle séquence en IRM peut-on réaliser, en tout cas dans le cadre d'une imagerie morphologique standard? Je n'insisterai pas du tout sur les séquences angiographiques. Qu'est-ce qu'on réalise de base? On va réaliser ces séquences, un flair, une diffusion, un T2 étoile, un T1 avec injection de gadolinium. Ça, c'est vraiment l'imagerie standard de base. Le gadolinium n'est pas toujours pratiqué. Nous, c'est ce qu'on conseille, surtout chez des patients qui sont dans le coma, surtout après arrêt cardiaque. On peut quand même détecter, je vais vous montrer, des anomalies alors que le reste de l'imagerie est normal. Alors, je vais revenir sur des choses très très simples. Comment reconnaître ces séquences d'IRM? Alors, peut-être que tout le monde sait ça, mais
sauf que parfois ça peut être utile. C'est visuellement très simple, il suffit de regarder déjà de base les liquides, le liquide céphalorachidien. Si vous avez un liquide blanc, vous êtes en pondération T2. Voilà, donc là vous avez une autre image, liquide blanc, donc pondération T2, vous voyez qu'elle est un petit peu différente, ce qu'on appelle un T2 étoile. On va voir comment les différencier. Alors, si le LCR est noir, est-ce que ça veut pour autant dire que c'est une séquence pondérée T1? Non, vous avez ici un flair, donc ça c'est une séquence de base qu'on réalise en IRM. C'est une séquence pondérée T2 sur laquelle on supprime le signal de l'eau. Alors, comment on fait pour différencier ce flair, que vous avez l'habitude de voir, d'un T1? Souvent, au démarrage, on a du mal à différencier ces deux séquences. Eh bien, il suffit de regarder le ruban cortical, la substance grise, et vous voyez que le ruban cortical est un peu plus intense que la substance blanche et que vous avez toujours de petites hyper-intensités qui entourent le système ventriculaire. C'est exactement l'inverse en T1. Vous voyez que le ruban cortical est plus sombre que la substance blanche et vous n'avez jamais d'hyperintensité périventriculaire. Le T2 et le T2 étoile, comment fait-on pour les différencier? Alors vous voyez à l'image, ce n'est pas tout à fait la même chose. D'une part, vous avez un contraste qui est plus important sur le T2 entre les liquides et le parenchyme cérébral. Et par ailleurs, en T2 étoile, on sature la graisse, l'os, le calcium, le sang. Tout est en noir. Quand on sature, on fait chuter le signal, il est noir. Alors, pour vous repérer, vous regardez la graisse sous-cutanée, elle est blanche en T2, noire en T2 étoile. C'est assez simple, l'IRM, vous voyez. Alors maintenant, on complique un tout petit peu les choses. Donc la diffusion. La diffusion, c'est une séquence qui est vraiment intéressante. Alors, elle est classée maintenant dans les séquences morphologiques. Ce n'est pas tout à fait exact. En fait, c'est une séquence d'imagerie fonctionnelle. Pourquoi? Parce que le contraste en diffusion, c'est un contraste qui est lié au mouvement moléculaire, à la diffusion moléculaire de l'eau. Et on va essayer d'enregistrer ces petits mouvements qui sont l'ordre de quelques microns en quelques secondes. Donc, ce sont des séquences d'imagerie ultra rapides. Alors, comment ça se réalise en pratique? En fait, on acquiert deux séquences, en fait deux séries. Celle que vous voyez, c'est toujours celle-ci. C'est ce qu'on appelle la diffusion. En fait, la diffusion comprend une séquence comme ça, une séquence comme ça. Voilà. Celle-ci, en fait, c'est une première série qu'on acquiert sans gradient de diffusion. Le B, c'est le facteur de diffusion, il est nul, il est à 0, on n'a pas allumé les gradients. Et là, donc, vous avez une pondération liquide blanc T2. Donc, ça veut dire déjà une première chose, c'est que dans la diffusion, il y a du T2. Ça, c'est important. En IRM, on pondère les choses, donc on a toujours un petit peu de T2 ou de T1 dans les images. Quand on allume les gradients de diffusion, donc en pratique, en routine, on met le B à 1000, donc le B1000. On pourrait faire varier ce facteur, mais en général, c'est du 1000. On fait chuter le signal. Et le signal chute, vous le voyez ici, sur le liquide céphalorachidien, qui devient noir. Il chute d'autant plus que les protons sont mobiles. Donc quand les protons sont libres dans une structure donnée, donc les ventricules, ils diffusent librement. En B1000, le signal chute. En revanche, quand les protons sont un petit peu piégés dans, par exemple, du tissu cérébral, substance blanche, substance grise, le signal augmente. Et donc il augmente d'autant plus que les protons sont piégés, sont restreints, leur diffusion est restreinte. La pente de ce signal correspond à ce qu'on appelle l'ADC, le coefficient apparent de diffusion, qui reflète véritablement la diffusion dans l'image, dans chaque voxel. Puisque je vous le rappelle, dans la diffusion, il y a du T2. Pour s'affranchir de ce T2, de cet effet T2, on va regarder la carte ADC. Alors la diffusion, c'est une séquence assez magique. Elle détecte beaucoup de choses. Parce qu'en diffusion, on ne doit pas avoir d'hypersignal dans le parenchyme cérébral, ni dans les vaisseaux, ni autour du cerveau. D'ailleurs, le crâne, on ne le voit pas en diffusion. Donc pas d'hypersignal. Dès que vous voyez un hypersignal, c'est anormal. Alors, par contre, la diffusion, ce n'est pas du tout spécifique. Vous avez 3 cas ici différents. D'ischémie, des infarctus qui apparaissent donc en hypersignal. Ici, des lésions post-critiques, un hypersignal du ruban cortical. Et ici, un cas d'encéphalite herpétique. Donc, vous voyez qu'on a des images assez proches pour des diagnostics différents.
Donc, il faut simplement retenir que quand on a un hypersignal en diffusion, ça n'est pas nécessairement de l'ischémie aiguë. C'est vrai qu'on apprend que l'hypersignal, c'est de l'ischémie. Donc, ça n'est pas forcément le cas. Et on sait maintenant qu'il y a de très nombreuses pathologies qui entraînent une élévation, un hypersignal en diffusion. C'est le cas de toutes les pathologies où on observe un œdème cytotoxique dans le cerveau, donc que ce soit un infarctus, une encéphalite ou un état de mal. Quand une lésion a une cellularité élevée, comme du PU, on a un hypersignal au sein de la lésion. Mais on peut voir ça également dans des tuberculomes ou dans des abcès à toxoplasme ou dans le lymphome. Quand une lésion hémorragique qui a une viscosité élevée, elle restreint la diffusion et on va observer dans l'hématome un hypersignal. Donc un hypersignal qui correspond non pas à une ischémie, mais à une hémorragie cérébrale. Alors le flair, c'est une séquence essentielle pour analyser le parenchyme cérébral, notamment pour voir et analyser l'extension de l'œdème cérébral, qu'on délimite mieux en flair qu'en diffusion. Pour voir l'œdème vasogénique, ici un exemple de presse, avec ces hypersignaux postérieurs sous-corticaux, bilatéraux et symétriques, qu'on ne voit pas en diffusion. L'œdème vasogénique autour de lésions cérébrales, que vous ne voyez pas en diffusion. Et par ailleurs, le flair permet une analyse de la substance blanche pour montrer l'existence de plages de démyélisation aiguë qu'on ne voit pas ou peu en diffusion, ici un cas d'œdème. Alors le T2 étoile, c'est la séquence pour détecter le sang. Pourquoi? Parce que c'est une séquence qui est sensible aux produits de dégradation de l'hémoglobine. L'hémoglobine, quand elle passe à un stade de déoxyhémoglobine, libère des atomes de fer qui vont se comporter comme un champ magnétique qui va faire chuter le signal. Quand le signal chute, on obtient un hyposignal. C'est ce qu'on voit ici autour de cet hématome qui vient de se produire et donc qui réalise un effet de masse qu'on reconnaît très facilement au scanner. En IRM, c'est assez simple, il suffit de reconnaître ce petit liseré en hyposignal qui correspond à la déoxyhémoglobine. Voilà, alors ça on voit au scanner. En IRM, on va par contre pouvoir détecter ces petites lésions pétéchiales qui correspondent à des lésions axonales hémorragiques qu'on ne voit pas au scanner. De la même façon pour des micro-saignements. Voilà, vous avez également des séquences maintenant qu'on peut réaliser qui sont des séquences 3D en susceptibilité magnétique qui rajoutent un effet bold, donc qui sensibilisent la détection de ces micro-hémorragies. Donc le T1 et le T1 gadolinium doivent être réalisés pour rechercher soit des infarctus subaigus qu'on ne voit plus en diffusion et en flair et qu'on détecte uniquement après injection, soit pour voir par exemple, ce sont des exemples, des signes de nécrose laminaire qu'on peut voir déjà spontanément ici en hypersignal T1 sur les noyaux gris centraux et le ruban cortical, ou qu'on peut détecter un petit peu mieux après injection. Donc ça, c'était pour l'imagerie morphologique. En imagerie IRM fonctionnelle, on a différentes modalités possibles. L'un des objectifs, c'est de mettre en évidence soit des anomalies métaboliques, soit des lésions qui ne sont pas visibles en IRM standard. Alors, il y a deux techniques qui ont été largement développées dans le champ clinique. C'est la spectroscopie par résonance magnétique, la spectroscopie du proton, et l'imagerie du tenseur de diffusion. Un des avantages de ces techniques, en tout cas, c'est qu'on peut faire, en dehors des analyses qualitatives, des analyses quantitatives et d'essayer à partir de là d'en extraire des éléments pronostiques. Alors la spectroscopie permet d'accéder au métabolisme cérébral. On acquiert en fait au sein d'une région d'intérêt, soit dans un voxel, soit dans de multiples voxels, un profil spectral et on analyse donc à travers des pics de fréquence de manière qualitative le profil de ce spectre. Donc on repère les 3 pics fondamentaux. Alors il y a d'autres massifs qu'on peut repérer dans ce profil spectral, mais 3 pics à une fréquence spatiale donnée à une quantité donnée doivent être repérés qualitativement. Il s'agit du N-acétylaspartate, qui est un acide aminé qui est présent donc normalement dans le cerveau et qui est un marqueur neuronal du nombre et de la fonction neuronale.
La créatinine, c'est un marqueur glial et neuronal qui est stable a priori à travers le cerveau et les différentes pathologies et qui représente un niveau de référence. La choline, qui est un constituant des membranes, quand elle augmente, peut témoigner d'une prolifération gliale ou d'une inflammation. Le lactate, en revanche, n'est pas présent normalement dans le cerveau, est un marqueur du métabolisme anaérobique et en général, on le détecte dans des situations d'ischémie, par exemple. Le tenseur de diffusion, donc c'est une séquence qui est dérivée de la diffusion, celle dont on a parlé un petit peu plus tôt, où on va regarder la diffusion des molécules d'eau dans les 3 directions de l'espace. Là, on augmente les directions dans l'espace, qui permet en fait d'analyser l'état des faisceaux, des connexions de substances blanches, en analysant le degré et la direction de diffusion préférentielle des molécules d'eau. Pourquoi? Parce qu'il y a de la myéline et que ces molécules d'eau vont se diriger préférentiellement le long des axones, ce qui permet d'extraire des données d'anisotropie fractionnelle. Et cette FA, anisotropie fractionnelle, est corrélée directement à la densité axonale. Donc on peut faire une analyse qualitative. Ici, vous voyez une cartographie en couleur avec une échelle de couleurs qui vous indique les zones où la FA est faible, c'est-à-dire au niveau du cortex, alors qu'elle est élevée au niveau de la substance blanche, en particulier au niveau du corps calleux ou des capsules, un petit peu moins élevée au niveau des couronnes rayonnantes où elle apparaît en jaune. Donc déjà d'emblée, visuellement, donc ce sont des cartes paramétriques, mais qu'on peut analyser déjà visuellement. Et puis on peut faire des analyses quantitatives de valeurs de FA, soit par région d'intérêt, soit globale. L'IRM d'activation des aires fonctionnelles, c'est quelque chose qui est plutôt utilisé dans le cadre de la recherche, mais qui a un potentiel très intéressant. Elle repose sur l'effet Bold, c'est-à-dire la variation du taux d'oxygénation en fonction des régions qui sont activées par une tâche donnée. Alors, dans le champ de la réanimation, ça a été un petit peu étudié pour regarder s'il y avait des corrélations entre des anomalies d'activation et des séquelles cognitives. Mais également, il a été rapporté des patterns d'activité oscillatoire lente au repos, sans tâche particulière, au cours de l'état végétatif, donc un potentiel intéressant chez ces patients. Donc, qu'en est-il du pronostic avec l'imagerie à long terme des traumatismes crâniens sévères? Donc, on sait qu'à la phase aiguë, ces patients bénéficient d'un scanner, non pas d'une IRM, et qu'au scanner, on peut, et il a été identifié des critères standardisés, c'est l'étude d'impact, qui permet d'avoir déjà une idée du pronostic de ces patients. En pratique, souvent, quand le patient a été stabilisé et traité pour ces différentes lésions chirurgicales éventuelles, il peut pouvoir bénéficier d'une IRM à la phase subaiguë qui va pouvoir montrer des lésions axonales diffuses, soit ischémiques, soit hémorragiques, soit œdémateuses. Et il semble, à travers les études qui ont été réalisées, que 3 éléments morphologiques déterminent le pronostic à long terme. C'est la présence de lésions axonales diffuses, la charge globale de ces lésions et l'atteinte de structures profondes comme le tronc cérébral et les noyaux gris centraux. Et particulièrement si ces lésions sont bilatérales et symétriques. Donc voici cette étude prospective de 159 patients avec 2 groupes de traumatisés crâniens légers et sévères, et qui a montré que la présence de lésions axonales était associée à un score de Glasgow plus faible initial, mais c'est la présence de lésions du tronc cérébral qui était associée à un moins bon pronostic à 1 an. Alors d'autres auteurs ont discuté la fiabilité pronostique de la neuroimagerie standard sur donc, le pronostic neurologique, parce que certains patients ont une évolution sévère alors que le scanner et l'IRM peuvent être normaux, l'IRM standard, alors que d'autres vont avoir une évolution favorable alors que l'imagerie initiale va retrouver des lésions axonales diffuses. Donc c'est là peut-être que la place de la spectroscopie et du tenseur de diffusion devient intéressante. Et en effet, plusieurs études, dont les études françaises de la Pitié, ont montré que le rapport métabolique entre le NA et la créatinine était le meilleur rapport pour établir un facteur pronostic. Notamment quand on fait de la spectroscopie sur le pont, plusieurs études montrent que si ce rapport est égal ou inférieur à 1, le facteur pronostic pourrait s'agir d'un facteur pronostic de mauvaise évolution à long terme. Alors que si ce rapport est normal, a priori, on a peu de chances que l'évolution soit défavorable à long terme. On peut aussi, avec ces techniques, les coupler.
C'est ce qui a été fait dans cette étude où les auteurs ont mesuré l'anisotropie fractionnelle et ont fait des mesures spectroscopiques chez des volontaires sains et des patients qui avaient un traumatisme crânien sévère, avec 2 groupes qui se sont différenciés, des patients qui ont évolué favorablement, d'autres moins bien, et ils ont fait des modèles de prédiction à 1 an pour voir quels étaient les critères les plus prédictifs. Ils retrouvent qu'une diminution de la FA, c'est-à-dire de la densité axonale, et du rapport NA sur créatinine est associée à une évolution défavorable. Et ces critères semblent être de bons critères prédictifs sur l'évolution défavorable quand ils sont diminués à 1 an. Une autre étude a été réalisée de manière prospective et retrouve également des résultats intéressants et similaires, montrant sur 105 patients que la diminution de l'AFA était associée à une évolution défavorable, avec dans les algorithmes de prédiction, quand on regarde en faisant un score sur le tenseur de diffusion et qu'on compare à l'impact score, dans leur étude, les auteurs montrent que le DTI score est plus prédictif de l'évolution à long terme que l'impact score. Alors le patient après arrêt cardiaque peut montrer des signes d'encéphalopathie anoxo-ischémique que l'IRM détecte avec une meilleure sensibilité que le scanner, en montrant des signes de nécrose laminaire corticale au niveau des régions corticales et jonctionnelles, au niveau des noyaux gris centraux, au niveau du thalamus, de l'hippocampe, mais également de la substance blanche. Donc l'IRM pourrait avoir une valeur pronostique. Les résultats sont un petit peu variables selon les études. Il semble que la valeur de la localisation des anomalies, quand elles sont localisées au cortex, avec une diminution importante du coefficient ADC, soit associée à un pronostic défavorable. Donc ces résultats restent à démontrer. Dans une autre étude, les auteurs ont regardé de manière prospective des survivants d'un arrêt cardiaque. Et ils ont regardé cette fois l'ADC dans la substance grise et l'AFA dans la substance blanche, et ont intégré dans 4 modèles de prédiction, en intégrant également des variables cliniques, l'ADC et l'AFA. Ils retrouvent que l'AFA est plus prédictif d'une évolution défavorable à long terme. Alors en conclusion, la place de l'IRM standard dans l'évaluation pronostique du patient cérébro-lésé de réanimation. Je crois que l'IRM standard, c'est vraiment une imagerie de 2e ligne, sauf si question diagnostique. Et le délai de réalisation de l'IRM est adapté au contexte clinique. On va préconiser en urgence la réalisation d'une IRM et même avant le scanner en cas de suspicion d'AVC ou d'encéphalite, un patient qui est dans le coma. En revanche, après arrêt cardiaque, je n'ai pas tellement insisté là-dessus, mais les études montrent qu'il y a une évolution du signal, notamment en diffusion, et que de faire un examen trop tôt n'apporte pas nécessairement les renseignements voulus, et il faut mieux attendre avant de réaliser cet examen. En cas de traumatisme crânien, il n'y a pas, a priori, et certaines études le montrent bien, d'intérêt à réaliser une IRM en urgence. Pourquoi? Parce que le scanner répond en général suffisamment sur la stratégie thérapeutique à réaliser, à adopter. Et par contre, ça peut être intéressant de réaliser cette IRM une fois que le patient est stabilisé. Alors, il y a aussi la complexité de mise en œuvre de ces examens. Ce sont des patients fragiles, donc ça, vous le savez bien, mais également l'intérêt, par exemple, de l'étude Impact, c'est qu'ils ont utilisé le scanner sur plus de 10 000 patients. Alors déjà, de passer 10 000 patients à l'IRM, c'est extrêmement compliqué. Mais en dehors de ce problème-là, on a en IRM le problème d'avoir une variété assez importante de lésions, d'hétérogénéité en termes de signal. Donc une grande difficulté à pouvoir standardiser ces anomalies de signal et à en créer donc des critères pour les intégrer après dans des modèles prédictifs ou des systèmes d'experts. Donc ça, je pense que ça peut être vraiment une limitation de l'IRM, même morphologique. Pour l'IRM fonctionnel, il y a effectivement une énorme potentialité et c'est extrêmement intéressant. On a besoin d'études de validation, toujours. Il faut savoir qu'en termes de mise en œuvre, ce sont des temps d'examen assez longs, que les séquences sont sensibles, très sensibles, les séquences réalisées aux artefacts de mouvement, à l'existence de sang, d'autres anomalies, et que cela nécessite également des outils de traitement d'image et de statistiques également, qui sont très difficiles à transférer au lit du malade. Donc il faut vraiment redévelopper également des outils qui vont pouvoir permettre aux cliniciens
d'utiliser toutes ces informations qui sont extrêmement complexes pour pouvoir prendre des décisions au lit du malade. Alors juste simplement la spectroscopie, je pense que c'est un outil en revanche qui est accessible et transférable, utilisable assez rapidement, et en effet ça peut être intéressant chez un patient dont on veut avoir des éléments pour sa prise en charge thérapeutique, d'aller analyser en spectroscopie.